avant d'ouvrir le débat avec la salle, je voudrais déjà que que la tribune, on puisse réagir les uns par rapport aux autres et à ce qui a été dit. Et je crois que, Fabien, tu avais une réaction sur la question du contrat de travail. Oui, sur la question du contrat de travail, Étienne a évoqué effectivement l'absence de droit du travail. Il y a eu l'existence d'un contrat de travail quelques mois en France, entre le 8 février 2013, qui est un jugement du Conseil de prud'homme de Paris, que nous avons obtenu avec mon confrère Julien Riffaut, qui est dans la salle, et puis l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 mars 2014, qui est venu nous dire qu'il n'y avait pas du tout de contrat de travail possible entre la société concessionnaire et le détenu, mais avec une particularité quand même importante, cet arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 mars 2014, c'est que la Cour d'appel de Paris, malgré tout, se prononce sur la question du caractère équitable de la rémunération en se fondant sur les articles 6 et 7 du Pacte international des Nations Unies relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels. Et dans ce cas précis, qui était le cas de notre cliente, la Cour d'appel de Paris soulignait la chose suivante. De plus, le montant accordé, outre qu'il n'était jamais le même, n'était pas équitable. En effet, le fait que le travail soit accompli en détention ne saurait justifier à lui seul le montant dérisoire accordé, très inférieur au montant du minimum légal, dès lors qu'il ne peut permettre à madame de faire face dans des conditions décentes à ses besoins, à ses obligations éventuelles, résultant de sa condamnation pénale et également à la préparation de sa sortie. La Cour de cassation a fait l'enterrement, bien évidemment, première classe, le 18 mars 2016, de cette question du contrat de travail. Donc, effectivement, il n'y a pas aujourd'hui de contrat de travail dans les relations entre le détenu et la société concessionnaire, même si ce jugement, il peut nous arriver de le regarder de temps en temps lorsque nous n'avons pas le moral, parce qu'il était quand même assez audacieux de la part du Conseil de prud'homme de Paris. Juste sur cette question-là, l'arrêt de la Cour de cassation a été contesté devant la CEDH, devant la CGE. Absolument, et la CEDH n'a même pas statué, c'est-à-dire a déclaré la requête irrecevable par un simple courrier que nous avons reçu. Ouais, donc on peut dire qu'on est sur une position qui est durable, en tout cas, a priori, de la question de l'absence de contrat de travail. C'est aussi intéressant parce qu'à partir du moment où ces combats ont été menés, et menés, on va dire, jusqu'au bout, ça permet évidemment d'envisager d'autres voies d'action, et c'est peut-être pas la peine de s'acharner à vouloir faire reconnaître un contrat de travail entre la société concessionnaire, même si ça aurait été sans doute la meilleure solution, et peut-être d'aller explorer les pistes que vous avez évoquées tout à l'heure. Enfin, c'est-à-dire, oui, j'en suis absolument persuadé, moi. Simplement, le tout, c'est de savoir si on estime que ce que prévoit l'article D432.1 est suffisant ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que de toute façon, à de très rares exceptions près, les personnes incarcérées ne perçoivent même pas ce qui est prévu par D432.1. Il arrive parfois qu'on trouve effectivement une différence extrêmement faible, donc là on ne fait pas le recours, mais c'est très très rare qu'on ne trouve pas quelque chose à réclamer devant le Conseil des prud'hommes, quelle que soit la durée d'incarcération. Alors quand c'est pour 6 mois, 7 mois, un an, ça ne va pas extrêmement loin, mais parfois on arrive à des sommes extrêmement importantes. Vous dites Conseil des prud'hommes ? Tribunal administratif. Est-ce que sur cette question, on est obligé d'aller devant le tribunal administratif, c'est-à-dire est-ce que l'administration pénitentiaire, compte tenu du fait qu'on est simplement sur l'application d'un texte en termes de rémunération, il n'y a jamais de possibilité de gagner par un recours gracieux ou par une discussion avec l'administration pénitentiaire ? C'est-à-dire que moi, je vais systématiquement devant les tribunaux administratifs, d'abord parce qu'il faut asseoir une jurisprudence, qu'on le veuille ou non, c'est quand même important, et d'autre part, ça m'arrive de faire des fonds, c'est-à-dire de faire des recours gracieux, effectivement, et puis d'aller de toute façon, même si j'ai une proposition d'indemnisation par le garde des Sceaux. Pourquoi ? Parce que moi, c'est important d'aller au fond de temps en temps pour avoir de la jurisprudence en termes de préjudice moral. Et je sais que le préjudice moral en référé, on se fait débouter systématiquement parce que c'est par définition contestable. Et on a très très peu de préjudice moral en référé, ou alors des clopinettes. Mais je me souviens avoir plaidé ça à Versailles, dans le tribunal administratif, au fond, il y a 6 mois. Bon, alors, par rapport à ce qu'on a d'habitude, on a eu 1 000 € de préjudice moral, et je vous jure qu'il a fallu batailler. Et donc, voilà, parce que si vous voulez, ce préjudice moral, pour moi, il est important. Et d'ailleurs, je me souviens de la manière dont on l'a plaidé devant le tribunal administratif, c'est-à-dire qu'on a insisté essentiellement, alors peut-être on va trouver ça peut-être un peu hypocrite, mais c'est sur la capacité d'indemnisation des parties civiles.
plus vous avez de revenus donc en détention, et plus les... Voilà. Et donc, sur le pécule, sur la partie qui est prélevée, tant sur la partie qui est prélevée que sur les versements volontaires, ça a quand même un avantage. Ça a aussi un avantage énorme lorsque la personne n'a pas de mandat et qu'elle n'a que son salaire. Ben, si on avait le salaire tel qu'il est prévu par le texte, la personne vivrait un tout petit peu moins mal, etc. etc. Et donc, pour tous les fonds qu'on a faits, il y a eu des propositions d'indemnisation, mais en fait, on va quand même devant le tribunal administratif, quitte à ce que la procédure soit beaucoup plus longue, parce que nous voulons asseoir cette notion de préjudice moral, qui nous permettra après de le réclamer en référé plus facilement. C'est un peu compliqué, mais... Non, mais du coup, là, on comprend bien qu'il y a deux choses. Il y a une question stratégique et de question de principe d'aller pousser les droits des détenus plus loin, c'est-à-dire de faire d'obtenir non seulement l'indemnisation de la rémunération manquante, mais au-delà du préjudice moral. Ceci dit, ça n'empêche pas, en tout cas pour que les confrères l'aient dans leur champ de possibilités, ça n'empêche pas directement d'aller discuter avec l'administration pénitentiaire. Non, mais absolument. Voilà. C'est comme pour... C'est qu'on peut sans... Parce que c'est vrai que pour beaucoup, on est quand même parfois pris dans l'urgence et se dire je vais engager un TA pour aller peut-être récupérer dans X années 1000 euros. On peut aussi... On a cette possibilité d'aller en cours gracieux et d'aller discuter avec l'administration pénitentiaire. Oui, absolument. Si je peux faire un parallèle, c'est comme pour l'indemnisation du quartier disciplinaire effectué à tort. Ça, maintenant, ça marche au niveau du recours hiérarchique. Lorsque vous avez un de vos clients détenus qui a été condamné par une commission disciplinaire et que vous faites annuler, soit au niveau du recours hiérarchique auprès du DI, soit devant le tribunal administratif, la sanction, vous pouvez maintenant demander l'indemnisation au garde des Sceaux. Alors avant, on a eu 1 ou 2 décisions de tribunaux administratifs, mais maintenant, ça marche au niveau du recours hiérarchique. C'est à peu près 100 € par jour pour votre info.